Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Capital Info Midi. À la une de cette édition, dans les coulisses d'un conseil régional 5 ans après son installation, nous irons à la découverte de son administration et de ses services. À la veille de l'ouverture de la campagne électorale des régionales, nous vous proposons également un décryptage des enjeux majeurs et un rappel des règles qui encadrent le scrutin. En sport, nouvelle désillusion pour les Lions indomptables. La RDC ferme brutalement la porte de la Coupe du Monde 2026. À suivre dans ce journal, parole aux Camerounais pour savoir ce qu'ils pensent de cette défaite amère. Et puis focus sur la santé dans le cadre de Novembre Bleu et on s'intéresse au cancer de la prostate, cette maladie qui peut priver l'homme de sa capacité à procréer. On fait le point sur les symptômes à surveiller et les gestes de prévention. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. Une fois de plus, bonjour et merci de choisir Capital FM 102.7, la radio de la capitale pour vous informer. Les députés des affaires économiques de l'Assemblée nationale se sont penchés ce jeudi sur les défis de développement du Cameroun, un séminaire de formation pour renforcer leurs capacités face aux enjeux économiques alors que le pays amorce une nouvelle phase de sa gouvernance. Charles Akoa. C'est dans la salle des commissions Solomon Tandemuna que les députés ont pris part ce jeudi 13 novembre à un séminaire consacré au développement économique du Cameroun. Une rencontre présidée par l'honorable Mbé Assaï Mondomo qui a rappelé le tournant historique que traverse le pays sur la voie de l'émergence tel que voulu par le président de la République. Honorable Mbé Assaï Essomo. Plusieurs facteurs qui se posent comme les défis majeurs entravent la bonne marche des processus initiés à cet effet. Nous citerons entre autres l'industrialisation, la décentralisation, la corruption endémique, le déficit infrastructurel, l'insécurité dans certaines régions, le chômage des jeunes. Plusieurs facteurs qui se posent comme les défis majeurs entravent la bonne marche des processus initiés à cet effet. Nous citerons entre autres l'industrialisation, la décentralisation, la corruption endémique, le déficit infrastructurel, l'insécurité dans certaines régions, le chômage des jeunes. Notre objectif. Le président de la Commission des affaires économiques, de la planification et de l'aménagement du territoire a également insisté sur l'importance d'outiller les parlementaires dans un contexte où les attentes sociales et les défis économiques se multiplient. Est de renforcer nos connaissances et d'échanger sur les stratégies qui nous permettront de construire une croissance inclusive et durable pour notre pays. Qu'il s'agisse de l'inclusion financière, de l'innovation technologique ou de la diversification économique, nous trouverons ensemble les orientations pour notre économie. Au cœur des échanges, la transformation structurelle de l'économie, le rôle du Parlement dans la planification et l'urgence d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Plusieurs députés ont pointé les problèmes récurrents. Ayant pris part aux échanges, l'honorable Roger Mulingui a notamment appelé à une démarche plus structurée, fondée sur l'analyse et la concertation. Donc il était important que la Commission des affaires économiques se réunisse pour apporter sa contribution à la réflexion qui est nécessaire avant l'action. Et nous nous sommes retrouvés ce matin pour effectivement évoquer tous ces aspects qui, en plus des aspects purement économiques, ont un aspect extrêmement important, c'est la mobilisation de toutes les forces vives de notre pays. Durant près de 2 heures, élus et experts ont passé en revue les axes de la vision 2035 et de la SND 30 avant de formuler des pistes pour renforcer la contribution du Parlement au pilotage économique du pays. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, adresse ses félicitations au chef de l'État camerounais pour sa réélection. Il réaffirme la volonté de renforcer la coopération entre Dakar et Yaoundé. Le mouvement Stand Up for Cameroun a mené hier une mission de solidarité au CED et au tribunal militaire de Yaoundé. Le mouvement dénonce des arrestations jugées arbitraires liées à la crise post-électorale et réaffirme le droit fondamental de manifester pacifiquement. Les détails avec Charles Akoa. À Yaoundé, une délégation de Stand Up for Cameroun, conduite par Kawala, s'est rendue successivement
au secrétariat d'État à la Défense et au tribunal militaire pour rencontrer des citoyens interpellés après la crise post-électorale. Au CED, le groupe a échangé avec Djegam Tchameni sur ses conditions de détention. Au tribunal militaire, ce sont 45 jeunes, majoritairement originaires de Tinga, que la délégation a pu rencontrer. Le mouvement dénonce des arrestations qu'il juge illégales et violentes, ainsi que des conditions de détention contraires aux normes nationales et internationales. Aux côtés des avocats du collectif Défense citoyenne, Stand Up for Cameroun a réaffirmé la mise à disposition d'une assistance judiciaire gratuite, appelant les détenus à documenter les abus pour renforcer les actions en cours. La délégation a également rencontré les familles et remis des kits individuels en signe de solidarité. En fin d'émission, Stand Up for Cameroun a appelé à une mobilisation citoyenne accrue pour obtenir la libération des détenus et traiter les causes profondes de la crise post-électorale. Dialogue social à la SOSUCAM, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Owona a rencontré la direction et les partenaires sociaux pour prévenir de nouvelles tensions après les violences de février dernier dans la filière sucre. Fraude pétrolière à Tinga Village, le ministère de l'eau et de l'énergie y a découvert un dépôt clandestin contenant 5200 litres de pétrole lampant. L'opération menée dans la nuit du 11 novembre a permis d'éviter un risque d'explosion en pleine zone habitée. Le produit subventionné était revendu à 350 francs CFA via un réseau parallèle. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. Passé de 7 minutes, ouvrant notre dossier consacré au Conseil régional. Né d'une promesse constitutionnelle longtemps différée, le Conseil régional camerounais apparaît aujourd'hui comme un maillon essentiel, mais encore en construction de l'édifice institutionnel. Entre la vision décentralisatrice inscrite en 1996 et sa matérialisation 24 ans plus tard, se joue une question centrale, celle de la capacité de l'État à partager réellement le pouvoir pour accélérer le développement local. L'analyse de Jean-Séraphin Kou. Depuis près de 30 ans, la décentralisation au Cameroun avance avec la prudence d'une réforme à haut risque politique. L'architecture annoncée dans la Constitution du 18 janvier 1996, notamment dans ses articles 55 à 59, promettait pourtant un tournant majeur. L'article 55 définit les collectivités territoriales décentralisées comme les régions et les communes dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion financière. L'article 57 allait encore plus loin en prévoyant des conseils régionaux élus et un exécutif régional issu de ces scrutins. Sur le papier, c'était la reconnaissance d'un véritable contrepoids territorial dans un État unitaire, jusque-là très centralisé. Mais entre la norme et sa mise en œuvre, le temps s'est étiré. Il aura fallu attendre le 6 décembre 2020, soit 24 ans, pour voir enfin les premiers conseils régionaux sortir de terre. Une attente qui illustre la complexité, voire la réticence du système politico-administratif à transférer les compétences substantielles au territoire. La loi d'orientation de 2004 sur la décentralisation tentera une première clarification. Elle fixe les principes généraux, définit les compétences transférables et introduit un embryon de planification locale. Mais c'est véritablement la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées qui apporte le cadre opérationnel tant attendu. Dans ce code, les missions du Conseil régional sont précisées: aménagement du territoire, développement territorial, développement économique, formation professionnelle, appui aux communes, promotion culturelle et même certaines infrastructures de proximité. 10 régions, un échelon intermédiaire entre l'État et les communes. La position stratégique est claire. Le Conseil régional est pensé comme la plaque tournante de la planification territoriale, un niveau capable de fédérer les initiatives communales tout en impulsant des dynamiques propres à l'espace régional. Pourtant, la présence de l'État reste prégnante. Le gouverneur, mentionné implicitement dans l'article 59 de la Constitution comme représentant de l'État au niveau régional,
demeure l'autorité de tutelle chargée du contrôle des légalités et du maintien de l'ordre public. Le Code général des CTD renforce ce rôle. Aucun acte majeur du Conseil régional ne peut s'affranchir du regard tutélaire du représentant de l'État. Si certains y voient une garantie de cohérence nationale, d'autres y lisent les limites d'une décentralisation encore encadrée, parfois bridée. La vraie question est donc celle de savoir si le Conseil régional pourra devenir ce niveau décisif qui transforme la décentralisation en véritable moteur de développement local. La Constitution lui fait une place, la loi lui donne des outils, mais seule la pratique institutionnelle, libérée des pesanteurs administratives et dotée de ressources suffisantes, dira s'il aura la capacité de penser dans le quotidien des Camerounais. Sandrine. Et les conseils régionaux sont souvent perçus comme de grandes institutions administratives éloignées du quotidien des citoyens. Pourtant, derrière des séances publiques, une organisation interne précise le rythme et leur fonctionnement. Anatomie d'un conseil régional, qui fait quoi et comment cette machine tourne au quotidien? Daniel Yondo. Un conseil régional, c'est d'abord un bureau exécutif, véritable direction politique de l'institution. À sa tête, un président élu par ses pairs, chargé de coordonner l'action régionale et de représenter la collectivité. Il est épaulé par des vice-présidents, chacun responsable d'un secteur. Développement local, finances, infrastructures ou coopération. Le bureau comprend aussi des secrétaires garants de la tenue administrative des sessions et des questeurs chargés du contrôle des dépenses internes et du suivi logistique. Derrière cette façade politique s'articule une administration régionale structurée en plusieurs services. Les services techniques pilotent les projets d'aménagement, les routes ou l'eau. Le service juridique veille à la conformité des actes tandis que le service financier gère le budget, les marchés publics et le paiement. À cela s'ajoutent les services sociaux chargés de l'éducation, de la santé communautaire ou de l'appui aux communes. Le travail du conseil régional est rythmé par des sessions ordinaires tenues 3 fois par an au cours desquelles les conseillers examinent et votent les délibérations essentielles. À cela s'ajoutent des sessions extraordinaires convoquées en cas d'urgence ou de dossiers prioritaires. Pour faire tourner cette machine, il faut des ressources humaines diversifiées. On nous retrouve des agents contractuels recrutés directement par le conseil, des fonctionnaires détachés venus d'autres administrations et des personnels spécialisés. Ingénieurs, juristes financiers sélectionnés sur concours ou appel à candidature sous validation du ministère de la décentralisation et du développement local. Ensemble, élus et personnels forment un écosystème structuré conçu pour porter le développement régional et appuyer les communes dans leur mission. Au Cameroun, le conseil régional est l'outil qui transforme la décentralisation en réalisation concrète. Routes, lycées, hôpitaux, soutien aux filières agricoles entre autres. En clair, c'est lui qui organise et pilote le développement de la région. Les missions et les compétences du conseil régional, c'est avec vous, Griffith Ngomongo. Le conseil régional est aujourd'hui l'une des pierres angulaires de la décentralisation au Cameroun. D'abord, la région dispose d'une mission centrale, la planification du développement. C'est elle qui élabore le plan régional de développement, un document stratégique qui fixe les priorités en matière d'infrastructures, d'éducation, de santé, d'économie ou encore d'environnement. Ce plan, adopté en session, permet notamment de programmer la construction des routes régionales, la création de lycées, l'équipement de centres de santé ou le développement de pôles économiques locaux. Les conseils régionaux exercent également des compétences transférées par l'État. Elle couvre l'aménagement du territoire, le développement économique local, la gestion de certains établissements scolaires et sanitaires, la promotion culturelle et sportive, ainsi que la protection de l'environnement. Concrètement, une région peut financer un lycée public, appuyer une campagne de prévention sanitaire, réhabiliter une route ou soutenir une filière agricole porteuse. Au-delà des projets, le conseil régional joue un rôle consultatif. Il est appelé à donner un avis sur tout projet
projets de l'État ayant un impact sur la région, qu'il s'agisse d'un tracé routier, d'un programme agricole ou d'un nouveau service public. Il est prévu également la coopération intercommunale. Le conseil régional sert ainsi de cadre de coordination entre les communes d'un même territoire pour mutualiser les moyens ou porter des projets d'envergure. Pour financer ces missions, les régions disposent de ressources provenant des dotations de l'État, des recettes propres et de partenaires. Mais les moyens restent parfois limités, ce qui impose une gestion rigoureuse et une forte capacité de négociation pour mobiliser des financements supplémentaires. L'efficacité de la décentralisation se mesure donc sur le terrain. Les conseils régionaux ont les compétences pour agir. Leur défi est désormais d'en faire des résultats visibles pour les populations. 10 ans après la réforme de la décentralisation et 5 ans après la mise en place de cette institution, le mode d'élection des conseillers régionaux demeure pour beaucoup de citoyens un mécanisme aussi essentiel que méconnu. Entre double collège, rôle des chefs traditionnels et scrutin mixte, le dispositif intrigue autant qu'il interpelle, dites-vous, Lorraine Ekwemi. Contrairement aux élections classiques au suffrage direct, celle des conseillers régionaux repose sur un scrutin indirect conçu pour articuler les différentes représentations locales. Ainsi, deux collèges interviennent et se complètent. D'une part, le collège départemental, composé exclusivement des conseillers municipaux, s'appuie sur la légitimité issue des élections locales. En tant qu'élu de proximité, il participe logiquement à la désignation de ceux qui auront la charge de piloter les politiques régionales. D'autre part, le processus intègre le collège des représentants du commandement traditionnel, constitué des chefs de premier, deuxième et troisième degré. Ce choix, loin d'être fortuit, traduit la volonté de maintenir un lien étroit entre les institutions modernes et l'autorité coutumière. En outre, l'élection s'effectue par un scrutin de liste mixte à représentation proportionnelle. Concrètement, la liste arrivée en tête obtient une majorité garantie, tandis que les autres sièges sont répartis proportionnellement au score obtenu par chaque liste. Le bureau de vote est unique pour chaque département et se situe au chef-lieu, ce qui facilite la supervision du scrutin. Ce bureau comprend alors un président, des assesseurs et un secrétaire. Chacun joue un rôle précis pour garantir la bonne tenue du vote. Si les conseillers régionaux sont désormais des acteurs clés de la décentralisation, notamment dans la planification du développement régional, leur mode d'élection reste encore largement incompris. Les candidats à cette élection ont droit à 15 jours de campagne encadrée, comme le rappelle une note urgente adressée cette semaine aux responsables politiques de la MEFO à Famba. L'occasion de comprendre concrètement à quoi vont ressembler ces 2 semaines décisives pour le renouvellement des exécutifs régionaux. Jaël Izodiwo. Selon l'article 87 du Code électoral, la campagne régionale dure exactement 15 jours avant le scrutin. C'est donc un calendrier resserré, pensé pour un corps électoral très particulier. Seuls les conseillers municipaux et les chefs traditionnels votent. Toute la stratégie des candidats est donc orientée vers les électeurs, grands électeurs, plutôt que vers l'ensemble du public. Les moyens autorisés sont classiques. Réunions ciblées, affichage institutionnel, distribution de tracts, passage dans les médias et déplacement dans les différentes communes. Mais tout cela se fait sous supervision. ELECAM assure la régulation du processus et les autorités administratives veillent à l'équité et à la sécurité. Les documents envoyés cette semaine dans la Mofou et Afamba illustrent justement cette organisation. On y voit la mise en place des équipes de terrain, d'un côté les délégations permanentes régionales et départementales chargées de coordonner et d'encadrer la campagne, de l'autre les commissions communales opérationnelles présidées par les maires, entourées des parlementaires, des responsables politiques locaux et des candidats eux-mêmes. Une structure lourde, hiérarchisée qui marque la dimension très encadrée de ce scrutin indirect. Ce lancement officiel prévu le 15 novembre rappelle surtout que la campagne régionale n'est pas une campagne de masse. Elle est technique, institutionnelle et repose sur un réseau d'élite locale appelé à renouveler les équipes chargées de conduire la décentralisation sur le terrain.
5 ans après leur mise en place, les conseils régionaux restent pour beaucoup un concept flou, presque invisible dans le quotidien. Pour prendre le pouls de l'opinion publique, nous sommes allés à la rencontre des citoyens. Écoutez-les dans ce micro-trottoir réalisé par Griffith Ngomongo. Non, je ne connais pas les conseillers régionaux. Mais l'idée que j'ai concernant les conseillers régionaux, c'est ceux qui s'occupent généralement des régions. Ça, c'est selon moi. Les conseils régionaux ont permis d'identifier des priorités propres à chaque territoire, route rurale, besoins éducatifs, initiatives économiques et même locales. Un début de décentralisation visible. Certaines régions ont pu engager des projets en matière d'infrastructures scolaires, petites routes, appui à l'agriculture ou au tourisme. Une plus grande implication des élites locales. On observe une prise de conscience et un engagement accru des acteurs régionaux pour défendre leur territoire. De manière concrète, on ne voit pas l'impact d'un conseil régional. Si vous me demandez par exemple quels sont les membres du conseil régional du centre, par exemple, moi je saurais vous répondre. Je connais juste le président, mais le reste, je peux vraiment pas me prononcer sur la question. Parce que le conseil régional est limite pour nous. Parce qu'au vu des statuts qui régissent son mode de fonctionnement, ses attributs, ses fonctions, de manière concrète, on peut pas dire que c'est ce qu'on observe. Moi, je peux pas concrètement vous dire à quoi c'est le conseil régional maintenant. Je sais vraiment pas. Je sais même pas quand il siège. Honnêtement, je ne sais vraiment pas. Je sais même pas à quoi il sert. Eux qui sont censés être des garants de la décentralisation, moi, je ne vois vraiment pas à quoi ils servent. Capital FM 102.7, la radio de la capitale. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes toujours à l'écoute de Capital Info Midi sur Capital FM 102.7, la radio de la capitale. Crime contre les enfants, le gouvernement s'indigne. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille condamne la recrudescence des violences contre les enfants. 2 meurtres récents à Yaoundé et à Mandjo, dans le Mungo, ont particulièrement choqué le pays. Des enquêtes sont ouvertes par les autorités. Le ministre Abena Ondoa appelle les familles à plus de vigilance. Elle incite aussi à signaler toute maltraitance via le numéro vert 116. En santé, tournée surprise ce jeudi 13 novembre du ministre de la Santé publique dans les formations sanitaires de la Mefou à Famba. Le docteur Manaouda Malachi a constaté des manquements graves à l'hôpital de district de Mfou, insalubrité, absence et mauvaise gestion. Il exige une réorganisation immédiate dans les structures privées. Les constats sont au contraire plutôt positifs. Chaque 14 novembre, à l'occasion de la journée mondiale du diabète, les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. Cette maladie continue de progresser dans le silence, touchant des millions de personnes qui s'ignorent encore malades. On fait le point avec Adrienne Dikwasayakan. Le diabète, un tueur silencieux qui gagne du terrain. Aujourd'hui, plus de 530 millions de personnes vivent avec cette maladie, souvent sans le savoir. Les symptômes apparaissent timidement et sont souvent discrets, ce qui explique pourquoi la maladie reste longtemps non détectée. Fatigue persistante, soif excessive, petits troubles de la vision, des signaux que beaucoup minimisent mais retardent le diagnostic. Le diabète ne se guérit pas, mais il se gère. Le traitement combine notamment une éducation du patient, des modifications de mode de vie, alimentation, activité physique et, selon les cas, des médicaments ou de l'insuline. Les lignes directrices recommandent que dès le diagnostic, on prenne en compte le contrôle de la glycémie, mais aussi la gestion de la tension, du cholestérol et de la prévention des complications. En Afrique, la progression est rapide. Alimentation trop sucrée, manque d'exercice, les facteurs de risque se multiplient et l'accès aux soins reste encore un défi dans plusieurs pays. Face à cette pathologie, la prévention demeure la meilleure arme. Les spécialistes recommandent d'adopter une alimentation équilibrée, riche en fibres, légumes et grains complets et limiter sucre et graisse. Pratiquer au moins 150 minutes d'exercice modéré par semaine, maintenir un poids sain, éviter le tabac et limiter l'alcool. Un dépistage précoce chez les personnes à risque permet aussi d'éviter que la maladie ne progresse. En cette journée mondiale du diabète, le message est clair: adopter une alimentation équilibrée, bouger davantage et surtout se faire dépister. Car contre le diabète, la vigilance reste la première défense.
Dans notre rubrique Novembre bleu, reparlons du cancer de la prostate et des testicules pour dire qu'au-delà des traitements médicaux, ces maladies fragilisent la fertilité, bouleversant la vie sexuelle et ébranlant la virilité chez l'homme. Et pour mieux appréhender la situation, Alan Tekam est allé à la rencontre de Nelson Awana, biologiste clinicien. Il donne plus d'explications dans ce reportage. Quand un homme apprend qu'il souffre d'un cancer de la prostate ou des testicules, ce n'est pas seulement son corps qui est atteint, c'est toute sa virilité et son équilibre intime qui sont basculés. Selon le biologiste clinicien Nelson Awana, ces cancers peuvent entraîner des troubles majeurs de la fertilité. Il peut entraîner des dysfonctionnements érectiles, une perte de libido et parfois des douleurs pendant les rapports, affectant ainsi l'estime de soi et la perception de la virilité. Il faut savoir que la prostate joue un rôle clé dans l'érection et son traitement peut réduire la qualité de la vie sexuelle. On a le cancer des testicules, ce qu'on rencontre généralement chez les jeunes hommes. Il peut conduire à une orchiectomie, modifiant radicalement l'hormonal et la capacité à concevoir. Une réalité souvent difficile à accepter pour les patients. Le spécialiste ajoute que la charge psychologique est tout aussi lourde. La fertilité peut aussi être compromise, surtout si la production des spermatozoïdes est affectée. La découverte de ces cancers peut provoquer anxiété, dépression, peur de ne plus être perçu comme l'homme complet ou viril, ce qui influence la confiance en soi et les relations sexuelles. Face à cela, le biologiste insiste sur la nécessité d'un accompagnement global, ce qui permet de gérer à la fois le traitement et les répercussions sur la sexualité et la fertilité. Pour la prise en charge, elle est multidisciplinaire. On a la sexologie, l'urologie, la psychologie et la kinésithérapie qui peuvent intervenir pour gérer les dysfonctions et l'image corporelle. On a également les thérapies médicamenteuses. Parfois, selon la gravité, l'option chirurgicale. Et l'espoir demeure fort. Des traitements existent aujourd'hui pour améliorer la fonction érectile et aider les patients à retrouver une sexualité satisfaisante après le cancer. Des traitements pour améliorer la fonction érectile comme les inhibiteurs de la phosphodiesterase ou des interventions chirurgicales pour restaurer l'apparence sont possibles. Au-delà du combat médical, rappelle Nelson Awana, c'est la reconstruction de la confiance masculine qui se joue. Guérir, oui, mais surtout continuer à vivre pleinement. Dans la page des sports de ce journal, nous parlons de football. L'aventure s'arrête pour les Lions indomptables. Le Cameroun ne verra pas le mondial 2026. Battu 1-0 par la RDC ce jeudi au Maroc, les hommes de Marc Brice quittent la course, laissant derrière eux un goût d'inachevé. Les réactions sont partagées pour mesurer l'état d'esprit des Camerounais après cette élimination. Je vous propose d'écouter ce micro-trottoir réalisé par Griffiths Ngomongo. Bon, pour moi, s'il faut noter les Camerounais, ils ont fait du 100% hier. Là, il n'y a pas vraiment à les en vouloir. À part cette petite erreur qu'ils ont eue temps additionnel. En fait, quand j'ai regardé le match au début, il y a eu vraiment de la niaque. On voyait qu'ils voulaient marquer et tout et tout. Et je voulais aussi féliciter Onana qui a donné le 100%. Le résultat des Lions était prévisible. Une équipe qui n'arrive pas à battre les Eswatini, c'est vrai, on dit que le ballon est rond. Et le Cap-Vert ne doit pas s'attendre à pouvoir battre la RDC. C'est vrai qu'on avait beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. Chez le coach sur certains remplacements, notamment Abaka Vincent qui rentre très tôt. Malgré son âge, il aurait pu entrer à la 70e minute par exemple. On change le coach parce que là, on a connu mieux que ça avec l'ancien coach. On était déjà premier quand il nous a laissé et je pense qu'avec cette équipe, on se serait qualifié. Moi, je suis plutôt satisfait niveau performance. Il y a eu un pressing intense et tout. Moi, je suis plutôt satisfait du contenu malgré quelques déchets. Bon, un match de football, ça peut arriver. Il y a un gagnant, il y a un vainqueur et il y a un perdant. Malheureusement, nous avons été les perdants hier. Déjà qu'on perd sur un hold-up parce que pour moi, le Cameroun avait la pleine maîtrise du match. Donc, c'est vraiment une défaite qui arrive comme